Moi, je suis convaincu en fait que les éditeurs, c'est que ce soit Caféine ou d'autres acteurs, vont devoir de plus en plus passer par des agrégateurs. Non pas parce qu'ils n'ont pas des marques puissantes, c'est pas du tout le cas. Ils ont des marques puissantes, solides, qui ont un lien fort avec les consommateurs, mais qu'à un moment, la majorité des consommateurs ne vont pas pouvoir s'abonner à plusieurs titres parce que ça coûte extrêmement cher et qu'ils vont devoir faire des arbitrages. C'est simplement ça le sujet. Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'innovation dans les médias. Alors dehors, le déconfinement se précise et dans les médias, l'ambiance est plutôt à la crise. Et du coup, nous, on a décidé de chercher des signes d'espoir et des pistes de croissance. Et c'est pour ça que nous avons fait signe à l'un des acteurs principaux des kiosques numériques. Il s'agit de Caféine, ex-Le Kiosque, et de son PDG fondateur, Harry Assuyed. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue Harry dans Aparté. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Harry, alors vous avez créé le kiosque il y a plus de 10 ans et c'est devenu Caféine il y a 1 an environ. Et ces dernières semaines, on a vu une combinaison de facteurs qui semblent jouer vraiment en faveur des kiosques de journaux numériques. Alors, il y avait le confinement qui rendait les kiosques un peu moins faciles d'accès. Les kiosques eux-mêmes, on sait, sont dans des situations parfois compliquées. Et puis, peut-être hasard de calendrier, l'accélération de la crise de Prestalis. Nous, on aimerait savoir quel impact ces dernières semaines, cette période très spéciale de crise du coronavirus a eu pour Caféine. Est-ce que, par exemple, vous avez gagné beaucoup de nouveaux abonnés ? Alors effectivement, on a gagné énormément d'abonnés pendant la période de confinement, qui a été une période, comme vous l'avez dit, extrêmement particulière pour tout le monde. Ceci étant dit, nous, on a eu la chance d'avoir une activité extrêmement résiliente. On est une plateforme de distribution de presse digitale. On préfère plutôt, on n'aime plus vraiment la notion de kiosque numérique, qui nous semble être une notion peu comprise en fait finalement par les utilisateurs, et on se positionne plutôt sur le streaming de l'information. Donc c'est vraiment la troisième verticale des contenus, après celle de la musique ou de la SVOD. Et ce type de plateforme et ce type de service ont connu pendant la période de confinement une véritable explosion des usages, et on en a évidemment pleinement bénéficié. Donc ça veut dire que finalement Caféine, il faudrait plutôt le décrire comme le Spotify de la presse, c'est ça ? Alors oui, c'est un peu un raccourci parce que chaque industrie de contenu a ses particularités, mais l'idée effectivement est de créer, l'ambition en tout cas, c'est de créer l'acteur de référence sur cette verticale, et d'aller vraiment vers une plateforme à valeur ajoutée qui ne propose pas uniquement le contenu. Évidemment, le catalogue est essentiel, le contenu est roi, donc le catalogue est essentiel dans notre proposition de valeur, mais qui va au-delà avec une expérience fluide. Et donc c'est tout le travail de la plateforme qu'on propose. Les nouveaux abonnés sont venus à vous comment ? Comment est-ce qu'ils sont tombés sur Caféine et pourquoi ? Alors, comme vous l'avez dit, en fait, Caféine, qui existe depuis 14 ans, s'est extrêmement bien développé au cours de ces 5 dernières années, notamment grâce à un certain nombre de partenariats qu'on a mis en œuvre, puisqu'on a un business model un peu particulier, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais qui est aussi fondé sur pas mal de partenariats, notamment avec des opérateurs télécoms comme Bouygues Télécom, comme Free. On travaille également, le service est aussi intégré dans les offres de Canal+, dans MyCanal. On travaille également avec Cdiscount, on est intégré dans le programme de fidélité de Cdiscount, un peu sur l'équivalent de ce que fait Amazon avec Amazon Prime. Donc aujourd'hui, on a une audience extrêmement large sur lequel, je vais pas citer tous nos partenariats, on en a d'autres, notamment internationaux avec des acteurs comme O2. On en a plutôt pas mal. Donc on a fondé en fait notre développement sur cette stratégie de partenariat qui nous ouvre une très très large audience. Donc globalement, le service est assez connu et continue à être découvert par un certain nombre de personnes, parce que beaucoup de gens qui sont abonnés chez ces opérateurs ou chez ces différents partenaires ne savaient pas forcément qu'ils avaient accès à Caféine. Et dans la période de confinement, ils ont eu plus de visibilité. Ensuite, ça s'est fait aussi de façon organique, puisque c'est pas notre seul canal de distribution. Les gens peuvent aussi s'abonner directement à Caféine via notre offre en limité en direct. Et globalement, je pense que les gens, de façon organique, ont essayé de chercher des offres qui permettent d'accéder à de la presse de qualité.
Et c'est ce que notre service propose. Donc, on a tout de suite émergé de façon assez significative au cours de cette période de confinement. Et ça fait ça fait une croissance de quel ordre, du coup, ces dernières semaines, pour se donner une idée? Ce qu'on a vu, c'est qu'on a multiplié chaque mois pendant les 2 mois de confinement, il y a une multiplication par 5 de nos inscriptions. Et de façon à peu près similaire, une augmentation très significative aussi de nos nombres de nouveaux souscripteurs à notre service. Donc on a une véritable explosion sur tous les canaux de distribution de caféine, de l'usage de notre service. Vous estimez à combien de temps la rétention justement de ces nouveaux abonnés? Est-ce que le déconfinement va faire qu'ils vont se désintéresser du service ou est-ce qu'ils vont au contraire y adhérer? Et est-ce que vous avez déjà des indicateurs qui vous permettent de mesurer ça? Parce que j'imagine que ça va être essentiel pour vous. Et sinon, vous vous donnez combien de temps pour dire on a transformé tous ces nouveaux abonnés en des abonnés fidèles? Et évidemment, la data est un élément essentiel maintenant dans toutes les boîtes, surtout une boîte de technologie comme la nôtre. Donc aujourd'hui, on monitor et effectivement, on suit de façon très précise et très granulaire l'évolution de ces consommateurs. On a identifié en fait une rétention à peu près similaire à ce qu'on voyait sur une période normale. Donc on a un churn un petit peu supplémentaire, mais rien de très différenciant par rapport à ce qu'on a pu mesurer dans le passé. C'est encore un peu tôt pour pouvoir définir en fait comment vont évoluer ces cohortes d'utilisateurs, hein, puisque on a des courbes qui évoluent dans le temps, mais pour l'instant on reste relativement confiant. Et surtout, on essaie d'associer ça à d'autres KPI, notamment sur les usages. Hein. Évidemment, on pense on a analysé que la rétention est quand même corrélée, notamment à des indicateurs de consommation du service et d'utilisation du service un certain nombre de fois dans le mois. Donc, on travaille sur ces sujets-là et sur nos algorithmes prédictifs pour voir quel va être le comportement de ces utilisateurs dans le temps. Donc, à ce stade, pas de changement de comportement, je dirais, par rapport à une période habituelle, simplement des volumes plus importants, mais encore trop tôt pour savoir si effectivement ces consommateurs ont été uniquement opportunistes ou s'ils ont utilisé le service de façon positive et avec un vrai bénéfice, donc ce qui nous permettra de les conserver dans le temps. Alors vous le disiez, une quinzaine d'années, c'est à la fois long, mais c'est aussi court pour de nouveaux usages, puisque clairement on est dans des nouveaux usages. Comment vous pouvez décrire vos abonnés? C'est quoi ces nouveaux usages? Est-ce qu'il y a vraiment des tendances lourdes? Est-ce que par exemple un abonné est abonné à Caféine mais il consulte toujours le même journal et tous les jours? Ou est-ce que au contraire c'est plutôt des papillonneurs? Est-ce que comment se comportent les abonnés à du streaming de contenu? Nous, ce qu'on a effectivement constaté, c'est que l'abonné type est plutôt un papillonneur qu'un habitué d'une marque. Et donc ça, c'est aussi ça la force de notre modèle, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler des grands consommateurs d'une marque unique qui vont plutôt s'abonner directement auprès de cette marque, qui vont avoir une granularité dans les contenus proposés par chaque marque qui va bien au-delà du contenu présent dans l'exemplaire papier de ces éditeurs. Donc ça nous semble être évident. Ce qu'on constate, c'est effectivement beaucoup de consommation par utilisateur, avec un temps de consommation qui diffère en fonction du type de contenu. Il y a des magazines ou certains quotidiens qui sont consommés très rapidement. Il y en a d'autres qui sont consommés de façon beaucoup plus importante, avec effectivement même des épisodes. Hein, c'est-à-dire que les gens reviennent plusieurs reprises pour pouvoir consommer. Donc ça, c'est plutôt le profil de nos utilisateurs. Ensuite, on va un peu plus dans la granularité, évidemment. Aujourd'hui, le profil type, c'est plutôt des CSP+, urbains, donc avec des revenus assez élevés. Et on est en train de voir et on constate qu'il y a un élargissement de cette cible, notamment à d'autres catégories socio-professionnelles sur lesquelles on est en train de travailler, qui commencent à découvrir ce type de service. Alors c'est un peu étonnant d'ailleurs parce que les urbains, a priori, ils ont accès aux kiosques, justement, aux vrais kiosques, je veux dire physiques, à la distribution de la presse est moins difficile que dans des zones moins urbaines. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Il y a plein de raisons, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, on n'est pas en opposition avec les kiosques physiques. Hein. C'est-à-dire que c'est comme quand vous allez au cinéma, vous avez l'occasion de regarder un film, mais vous pouvez aussi le regarder à la télé, donc c'est des usages qui sont complémentaires. Il y a quand même énormément d'avantages à un service de plateforme de contenu, notamment
l'avantage d'avoir aucun déplacement, hein, donc ça vient à nous. Donc aujourd'hui, la richesse de notre catalogue est quand même assez phénoménale puisqu'on a plus de 2000 titres qui sont disponibles, donc c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller même à descendre chez son marchand de journaux pour pouvoir le faire. Il y a aussi des avantages économiques, il y a des avantages d'expérience. Comme je disais, nous, c'est pas simplement le réplica des magazines ou des quotidiens qui sont disponibles sur notre offre, mais c'est également un moteur de recherche, une lecture, la lecture smart qui permet d'avoir une lecture délinéarisée des contenus. Donc en fait, on essaye de mettre le meilleur du digital dans ce qu'est l'exemplaire papier et le meilleur du papier dans le digital. Donc c'est là tous les bénéfices de notre service. Et puis, effectivement, il y a la dimension distribution et prix qui est quand même un atout essentiel dans un monde où, évidemment, quand on regarde cette industrie de la presse, c'est une industrie qui est quand même énorme en termes de volume. C'est la plus grosse industrie de contenu. En France, c'est une industrie qui représente toujours 7,5 milliards, hein, donc il y a effectivement de la décroissance, mais elle n'est pas aussi significative. Hein. Pour vous donner un peu des économies d'échelle, alors je sais que je parle qu'à des experts, mais elle est énormément plus importante que l'industrie de la musique, par exemple. Hein. L'industrie de la musique en France, à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, le dernier chiffre, c'est 600 millions d'euros, donc on est à 7 milliards versus 600 millions. Et dans le monde, c'est les mêmes comparatifs qu'on peut avoir. Donc, si vous voulez, on est sur une échelle d'industrie qui est énorme. Tous les gens consomment de la presse de différentes manières, et la mutation de la presse dans le digital, elle est arrivée déjà depuis quelques temps. En revanche, il y a un problème de modèle économique, et donc c'est là où une plateforme comme la nôtre y répond, c'est-à-dire que les gens consomment de moins en moins les versions physiques et consomment de plus en plus, en tout cas, le contenu de manière digitale. Donc, est-ce que c'est via des sites internet? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des plateformes comme celle que Caféine présente? Ben oui, c'est une agrégation de cette somme qui fait que aujourd'hui, on voit que l'usage digital est en pleine accélération. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est pour répondre à ces besoins des consommateurs qui sont extrêmement connectés, et donc que le service Caféine répond à ce besoin. En résumé. Combien, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien vous avez aujourd'hui d'abonnés réellement utilisateurs, et puis de téléchargement de l'application Caféine? Alors, sur le téléchargement de l'appli, j'ai plus les chiffres en tête parce que c'est plus une KPI majeure chez nous. Au regard de la maturité des marchés, hein, je veux dire, aujourd'hui, effectivement, le marché mobile et le marché des iPads est extrêmement mature, donc c'est plutôt du renouvellement. Effectivement, on continue à avoir quand même beaucoup de nouveaux téléchargements, mais on est plutôt sur un sujet effectivement d'utilisateurs actifs de notre service. Aujourd'hui, on a 1,5 million de personnes qui utilisent activement le service tous les mois. En termes d'audience, vous compariez tout à l'heure justement en disant qu'on ne pouvait pas faire la comparaison avec les kiosques physiques. En tout cas, vous ne positionnez pas sur le même point de vue. Une des grosses différences, il me semble, c'est que les kiosques physiques et la vente des journaux a toujours été comptabilisée en termes d'exemplaires, que ce soit d'exemplaires achetés ou d'exemplaires consultés. C'était vraiment là-dessus que se jouait tout le système économique des journaux. Aujourd'hui, justement, avec quelque chose comme Caféine, où on va lire un article dans un journal, puis un autre dans un autre journal, ou alors on va utiliser ce que il me semble, Caféine a mis en avant depuis quelques mois, quelques années, c'est-à-dire la consultation à l'article, indépendamment même d'ouvrir le journal concerné. Qu'est-ce que vous prenez comme mesure de l'audience d'un titre de presse? Écoutez, effectivement, je pense que le dénominateur commun ne peut plus être l'intégralité de l'exemplaire papier. D'ailleurs, quand vous regardez historiquement la manière dont c'était comptabilisé, on voyait bien que la comptabilisation ne se faisait pas forcément sur l'usage même et la consommation du titre. Donc aujourd'hui, l'atome, je dirais, est effectivement plus un atome d'ouverture à un article qui montre un acte du consommateur, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'univers physique. Donc la granularité qu'on va avoir, elle va être beaucoup plus forte. Donc nous, on est plutôt dans une logique de dire que l'exemplaire papier, ou en tout cas la mesure, l'unité de mesure qui sert aussi à la rémunération, notamment sur les revenus publicitaires pour les éditeurs, qui est un élément essentiel, qui représente une valeur qui peut aller de 30 à 70% de leurs revenus, voire plus. Donc doit être revu pour pouvoir refavoriser en fait une meilleure monétisation de leur audience sur le digital, qui est fondamentalement la problématique majeure des éditeurs aujourd'hui.
Vos abonnés sont-ils principalement issus des abonnés aux opérateurs téléphoniques ou bien des abonnés en direct? Puisque vous avez dit que là, récemment, les deux populations ont beaucoup augmenté. La proportion, c'est quoi? Non, aujourd'hui, majoritairement, effectivement, nos abonnés viennent de nos partenariats, ce qui est normal, hein, puisque on travaille avec des partenaires qui ont une audience extrêmement large, donc ça serait, ça serait contre-intuitif de dire que, et pas normal d'ailleurs, hein, que grâce à ces partenaires, on n'arriverait pas à capter une majorité d'utilisateurs, même si aujourd'hui on a un pôle B2C, ce qu'on appelle les clients en direct, extrêmement dynamique. Majoritairement, les clients sont des utilisateurs via ces partenariats. Pour se mettre un petit peu de l'autre côté du mur, quel est le modèle de rémunération des éditeurs dans Caféine? Alors, l'autre côté, nous, on considère qu'on est partenaire des éditeurs. Encore une fois, on ne produit pas notre propre contenu. On n'aime pas cette logique d'opposition. Je veux dire, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans les éditeurs, sans la qualité de leur contenu. Et je pense qu'ils ont besoin aussi. Alors, je parlais du contenu roi, mais je pense que la distribution est reine. Et c'est difficile aujourd'hui de mettre des moyens dans la distribution, à la fois dans la distribution et dans la production. Donc, pour moi, c'est deux métiers qui sont différents. Et effectivement, la notion d'agrégateur, elle me semble être essentielle. À un moment, une époque où aujourd'hui il y a énormément d'usages et d'applications qui sont disponibles, pas uniquement dans l'univers de la presse, mais dans tous les univers, et peu finalement au regard du temps d'attention des consommateurs finaux, peu d'applications qui sont disponibles. Donc, moi, je suis convaincu en fait que les éditeurs, c'est que ce soit Caféine ou d'autres acteurs, vont devoir de plus en plus passer par des agrégateurs, non pas parce qu'ils n'ont pas des marques puissantes, c'est pas du tout le cas, ils ont des marques puissantes, solides, qui ont un lien fort avec les consommateurs, mais qu'à un moment, la majorité des consommateurs ne vont pas pouvoir s'abonner à plusieurs titres parce que ça coûte extrêmement cher et qu'ils vont devoir faire des arbitrages. C'est simplement ça le sujet. Donc ils pourront s'attacher à une ou deux marques, mais ça sera plutôt des logiques de niche. C'est un peu provocateur comme terme, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que même les grandes marques de presse qui annoncent des chiffres qui sont franchement phénoménaux, par rapport à l'audience qui est la leur, la résultante du nombre d'abonnés reste quand même relativement limitée. On sait qu'il y a un potentiel de transformation en modèle payant beaucoup plus large finalement que celui qu'ils arrivent à avoir en direct. Donc c'est ça notre métier. Donc c'est pour ça pour dire, nous notre sujet c'est pas du tout d'être en opposition et de trouver le bon modèle économique pour les ayants droit. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de s'adapter. On a plusieurs modèles économiques auprès des éditeurs. L'idée c'est d'avoir une répartition de la valeur qui soit juste. Aujourd'hui on travaille avec plus de 500 maisons d'édition, c'est un catalogue de plus de 2000 titres, et on n'a perdu aucun éditeur majeur, voire même mineur, en 14 ans. Donc c'est un modèle économique qui leur convient. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que ça fait partie des éléments qui sont à la fois du secret des affaires et qui sont du domaine de notre expertise. Mais aujourd'hui, on a un modèle économique qui est tout à fait satisfaisant pour les éditeurs. Et est-ce que vous savez si quelle part ça représente maintenant ce revenu pour les éditeurs dans leur propre revenu? En gros, est-ce que c'est un relais de croissance pour eux qui peut devenir significatif? En fait, ce qui est paradoxal, c'est que le papier représente toujours une part très importante des revenus des éditeurs, mais si on regarde les économiques, c'est la rentabilité de la distribution papier. Aujourd'hui, ils perdent de l'argent finalement sur le papier. C'est un peu l'équivalent quand vous êtes dans l'univers du luxe, du sur-mesure en fait. Donc, globalement, là où ces grandes marques gagnent de l'argent, c'est plutôt sur le prêt-à-porter et sur les accessoires. Et je pense que c'est un peu l'équivalent. C'est aujourd'hui les lignes de revenus qui ont peut-être qui sont en volume moins importantes sur le digital rapportent quand même plus et sont beaucoup plus rentables. Donc ça, c'est plutôt notre sujet. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on est aujourd'hui un acteur finalement important dans l'écosystème des éditeurs. Évidemment, même si et avec un effort qui reste relativement limité, puisque évidemment il y a le fruit de négociations commerciales, mais qui reste assez légère. Et ensuite, pour pouvoir générer des revenus chez nous, il suffit simplement de nous déposer un PDF sur un serveur, ou on va même le chercher sur le serveur des PDF. Donc, si vous voulez, la logistique, c'est simplement de produire leur contenu. Et derrière, c'est finalement des revenus marginaux extrêmement significatifs par rapport à l'effort qui engendrait pour être présent sur notre plateforme.
Après, ce que peuvent voir les éditeurs de leur côté, c'est qu'être dans Caféine peut les couper d'abonnements spécifiques, enfin d'abonnements directs en fait, à leur titre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il vous manque encore quand même certains gros titres ou certains grands groupes de presse, notamment de presse régionale? Alors, sur la presse régionale, on a quand même un scope de presse qui est relativement large. Il nous manque une grande marque, qui est une grande marque plutôt de presse nationale. Et là, c'est un choix de cette marque pour le moment d'assurer une distribution en direct en se disant qu'effectivement, il y a plus de valeur à acquérir des clients en direct et qu'il y a encore énormément de potentiel sans effort extrêmement significatif pour pouvoir le faire. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que quand vous regardez les économiques de ce groupe, c'est un groupe qui frise la rentabilité d'une année sur l'autre, et donc qui a énormément investi dans le digital, et qui, même s'il a une croissance d'abonnés qui est assez phénoménale, à mon sens, se coupe finalement des lignes de revenus supplémentaires de façon beaucoup plus significative en n'étant pas présent sur des Mais le plateformes. monde, effectivement, est le grand absent, ouais. Voilà, le monde est le grand absent, mais encore une fois, on espère que ça sera temporaire. On continue à essayer d'avoir des échanges et des discussions, en tout cas avec ce groupe, pour essayer de leur montrer quelle est la valeur et le bénéfice d'une plateforme comme la nôtre. Et encore une fois, pour nous, on pense que toutes les plateformes, en tout cas tous les canaux de distribution sont complémentaires les uns les autres. Mais eux, c'est vraiment le contrôle de leurs abonnés qui les bloque, non? C'est ça? Oui, mais évidemment, mais quand vous regardez le nombre d'abonnés qu'ils ont par rapport à l'audience, donc ce qui est normal, aujourd'hui ça reste relativement faible. Parce que le problème, c'est que moi qui suis par exemple un lecteur du Monde, je peux donner cet exemple-là, alors effectivement je suis un peu jugé parti. Je vais jamais m'abonner au Monde. Je m'abonnerai jamais au Monde parce que même si j'aime beaucoup ce titre et que je trouve que parfois ils ont du contenu pertinent, je suis déjà abonné à énormément de contenus, de services. Et aujourd'hui, quelle que soit la valeur du Monde, malheureusement, il y a un moment où j'ai une limite, je fais des arbitrages dans la consommation de mes contenus. Je considère qu'aujourd'hui, même si le Monde est une marque exceptionnelle avec du contenu d'énorme qualité, je peux pas m'abonner pour X euros par mois parce que j'ai aussi d'autres contenus auxquels je suis déjà abonné. Donc c'est là où la notion d'agrégateur, elle nous semble être essentielle. Je vais vous donner d'autres exemples dans d'autres industries de contenu. Si Disney+ n'avait pas décidé, par exemple, de faire un partenariat avec le groupe Canal+, moi probablement je me serais jamais abonné à Disney+. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, je suis urbain, je suis CSP+, etc. Parce qu'il y a un moment où les gens vont faire des choix. Et c'est ça la difficulté, en fait. Et le modèle économique, en plus, qui a émergé, c'est un modèle d'abonnement, finalement, sans engagement pour les utilisateurs. Donc c'est très compliqué, d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur ces plateformes de streaming de vidéos. Le parallèle est assez intéressant parce que la maturité du marché est supérieure. C'est qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui a émergé, il y avait d'autres plateformes qui existaient, mais un acteur qui a émergé qui est Netflix. Et puis aujourd'hui, beaucoup de producteurs de contenu se sont dit, on va pas laisser toute la part du gâteau à Netflix, on va le faire nous-mêmes. Ce qu'a fait Disney, ce qu'ont fait d'autres acteurs comme il y a HBO qui va se lancer. Enfin, il y en a beaucoup qui se sont lancés. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une quinzaine de plateformes, avec une course au contenu, des modèles économiques qui sont pas assurés. Et on voit bien qu'à un moment, les gens font des arbitrages, notamment Deloitte qui, dans ses prédictions de cette année, disait ce que vont faire les consommateurs, c'est qu'ils vont s'abonner, se désabonner en fonction des moments et en fonction des nouveautés. Dans la presse, c'est pas pareil parce qu'il y a de la nouveauté tous les jours, et donc ça, c'est aussi la force de la résilience du modèle. Le contenu, il se met à jour de façon extrêmement fraîche et il y a une production assez phénoménale. Maintenant, ceci étant dit, quand on voit que les gens consomment à peu près une dizaine de titres en moyenne par mois, je suis pas convaincu, je vois pas comment économiquement les gens qui consomment 10 titres par mois vont pouvoir s'abonner à 10 titres par mois. Ça va faire beaucoup d'argent pour ces consommateurs. Et dans le digital, la valeur, malheureusement, la valeur de l'abonnement est différente de celle qu'on peut voir dans l'univers papier. Donc, à mon sens, aujourd'hui, on est encore aux prémices du développement de la distribution digitale des contenus de la presse. Il est clair que quand on va commencer à arriver à un phénomène de plateau, donc on va s'adresser à une base de lecteurs qui sont des lecteurs mais avec de ce type de titre, mais avec des moyens économiques qui seront moins importants. La notion de plateforme va être beaucoup plus au centre des enjeux et l'un ne sera pas antinomique de l'autre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on a multiplié nos partenariats de distribution et aujourd'hui, on voit que c'est des usages qui se multiplient. Il n'y a pas de cannibalisation. On n'a pas perdu de clients sur notre B2C parce que on s'est ouvert auprès des clients Canal+, ou auprès des clients Cdiscount, ou auprès des clients Bouygues Telecom ou Free. Et l'utilisateur illimité, est-ce que vous pensez que c'est un usage qui vient peut-être aussi des
des Facebook, etc. C'est-à-dire que finalement, la marque d'un éditeur est peut-être moins forte aujourd'hui que le sujet, puisque finalement, c'est ça qui fait la différence quand on consomme de l'info sur Facebook ou sur Twitter, c'est qu'on arrive par une info et que accessoirement, ben, on tombe sur Le Monde, France Info ou que sais-je. Comment vous voyez l'évolution du pouvoir des marques finalement dans cet univers-là? Alors nous, c'est un autre sujet, hein, c'est tout le sujet autour des fake news, de la valeur du contenu, et la volonté, c'est pour ça qu'on parlait de streaming de l'information au début de cette conversation, c'est que vraiment le streaming de l'information, l'objectif de notre plateforme, c'est de construire un havre d'accès à des contenus de qualité. Et finalement, on veut pas non plus on veut pas rentrer dans ce débat philosophique et assez complexe, mais on veut pas être une plateforme à clic. Hein. Donc, notre enjeu, c'est pas de dire que les gens viennent tout le temps sur notre plateforme, puisque c'est ça aussi la différence par rapport à d'autres industries de contenu. Les gens consomment de façon active, ils doivent lire, ça va passer du temps, réfléchir. C'est pas la même chose que d'être passif à écouter de la musique ou à regarder un film ou une série. Donc ça, c'est vraiment un de nos enjeux. Et donc, il y a un enjeu d'activation et de faire que le consommateur lui-même soit moteur dans son choix d'utiliser notre service. Donc ça nous semble être évident. Et donc, pour répondre à votre question, on est convaincu quand même que la qualité d'un contenu venant d'une marque reconnue avec des journalistes, avec une rédaction est beaucoup plus importante que celle venant de n'importe quel contenu, de n'importe quelle marque présente sur le net. Et donc ça, c'est notre ambition. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a une valeur à ces contenus, qu'il faut la monétiser, et qu'il y a une justification à cette monétisation, et que les consommateurs, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde sur ces 5-10 dernières années, vont être de plus en plus enclins à retrouver du contenu de qualité. Donc on est dans une période intermédiaire, d'abord à refaire découvrir la valeur de ces contenus. Donc pour nous c'est notamment grâce à ces partenariats de distribution qu'on met en œuvre. Et puis derrière, de toutes les façons, c'est une manière, de façon directe ou indirecte, de payer pour accéder à ces contenus qui ont de la valeur. Vous faisiez la comparaison avec le streaming en vidéo, où on voit effectivement, après quelques succès gigantesques, d'autres, des concurrents essayer de subsister ou de se créer. Sur la presse aujourd'hui, vous, en France, on a évoqué e-press, y a-t-il d'autres concurrences? Et est-ce que c'est des choses qui peuvent se développer, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de trop, un marché trop difficile d'accès? Alors, le marché est difficile, mais je pense que tous les business sont difficiles et tous les marchés sont compliqués. Ce qui est aussi une barrière à l'entrée. Hein, mais moi, ce que je vois, c'est plutôt un marché qui est relativement dynamique. Et alors, la spécificité qu'on peut voir dans notre industrie, c'est que c'est un marché multilocal. C'est-à-dire que nous, ça fait partie de nos ambitions. Hein, on n'est pas uniquement présent en France. Hein, moi, je suis d'ailleurs établi en Angleterre depuis quelques années, où on a commencé à très très bien développer notre activité. On est en train d'ouvrir également d'autres pays. D'où d'ailleurs le passage du nom café, enfin de passage du kiosque à caféine. En fait, c'est ça. voilà. Donc il y a une double raison. Hein. Il y a d'abord la notion de descriptif de kiosque, comme je le disais en début de conversation. C'est une notion qu'on a étudiée. On a fait pas mal d'études autour du sujet. Aujourd'hui, la notion de kiosque numérique n'est pas une notion qui parle au grand public. Donc elle n'a pas une valeur. Il y a eu une bataille juridique, si je ne m'abuse, aussi autour de ce terme de kiosque. Il y a une bataille juridique qui est toujours en cours, qui n'est pas du tout finalisée, mais c'est pas du tout la raison de notre décision de changement de marque. Donc nous, on est très clair par rapport à ça. Une marque comme le kiosque aujourd'hui est extrêmement descriptive, mais en tout cas la marque caféine, elle représente un univers qui est beaucoup plus large, sur lequel on peut jouer et qui nous sort de cet élément descriptif qui nous génère un petit peu et peu différenciant. Et je dirais c'est la notion de le kiosque aussi, c'est très français, hein, parce que par exemple un kiosque à journaux, ou en tout cas tout ce qui est relatif à la presse, en anglais, ne se dit pas kiosque. Hein, donc il y a plusieurs manières, c'est le stand, etc., etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ça nous mettait dans une catégorie qui ne convenait pas. Donc c'était ça l'idée qui nous a accompagnés dans le développement de cette nouvelle marque, de cette nouvelle plateforme de marque. Et c'était aussi d'inscrire une nouvelle communication par rapport à des usages qui sont en train d'exploser. Alors avant de terminer, on avait envie d'avoir un petit mot autour de votre aventure entrepreneuriale qui a commencé donc
autour de le kiosque Caféine en 2007. Vous étiez sorti, je crois, il n'y a pas très très longtemps avant d'école de commerce avec un petit tour dans le conseil. Donc pas directement un pro des médias. À quel point ça a été difficile de vous installer dans cet univers particulier? Et est-ce que vous auriez des conseils pour une personne, par exemple, qui voudrait lancer une solution techno dans le monde de l'info, qui est un monde particulier quand même? J'en ai plein, hein. C'est clair que, enfin, effectivement, j'ai pas beaucoup encore de cheveux blancs, je commence à en avoir, mais j'en avais vraiment pas du tout quand on s'est lancé dans cette aventure. Et évidemment, en préparant cette conversation, ce que je vous disais, c'est que nous, moi, je suis utilisateur d'abord de tous les services de contenu. J'adore les nouveaux usages et quand on a créé cette boîte, elle a été faite que pour ça en fait. Elle a été faite parce qu'on voulait répondre à un besoin et que en 2006, 2007, il faut se rappeler que les iPhones, il n'y avait pas encore de smartphones, les tablettes n'existaient pas. Je me rappelle les premières présentations qu'on faisait avec des écrans tactiles, pliables. On disait, l'e-paper arrive, ça sera les nouveaux modes de consommation de tous les contenus. On montrait aussi des écrans, du film Minority Report de Spielberg avec Tom Cruise, où on était dans un monde futuriste où effectivement les écrans tactiles apparaissaient. Donc on disait, mais voilà, l'avenir aujourd'hui de la consommation des contenus, elle se fera par là. Donc c'est pour répondre à ce besoin. Donc c'est vrai que aussi pareil en 2006-2007, bien qu'il y avait une première vague d'entrepreneuriat dans la tech assez forte dans les années 2000, je dirais qu'en 2006-2007, moi quand je me suis lancé, c'était un peu contre-intuitif par rapport à tous mes copains qui travaillaient soit en banque d'affaires, soit dans des cabinets de conseil, en disant pourquoi tu vas entreprendre, tu prends un certain nombre de risques. Et c'était moins à la mode qu'aujourd'hui. Moi, je regrette pas du tout, c'est une aventure exceptionnelle. C'est vrai que quand on s'est lancé, on y est allé naïvement, on connaissait personne dans le monde de la presse. On est allé voir les éditeurs qui nous ont regardés avec un regard assez particulier, mais on peut comprendre, c'est-à-dire quand vous avez des jeunes qui viennent vous voir sur une industrie où en plus en 2007 il y avait déjà une crise assez énorme au niveau de la publicité. C'était déjà la crise économique à cette période-là. Et que vous allez voir pour leur dire le futur c'est nous, on peut paraître un peu arrogant, présomptueux, ce que vous voulez. Donc on a beaucoup appris en fait, ça nous a appris beaucoup moi je dirais que si j'ai une leçon à retenir de ça, l'entrepreneuriat c'est pas une chose facile, c'est génial, mais c'est aussi un engagement extrêmement important. On vit, moi c'est encore une fois je sais distinguer mon entreprise de ma vie de famille. Qui est très équilibré, j'ai des enfants, mais c'est vrai que c'est un petit bébé, quoi. Et globalement, on vit, on mange, on dort avec son projet entrepreneurial, donc il faut en avoir conscience, donc c'est pas fait pour tout le monde. Et si j'ai des conseils à donner, c'est il faut d'abord faire preuve de persévérance, parce que nous, on a mangé notre pain noir pendant quand même beaucoup d'années. On a su faire preuve de résilience, alors que tout le monde nous disait qu'il n'y avait aucun intérêt à ce qu'on faisait, aucune valeur, et que dans l'industrie qui est énorme, dans laquelle on est, on perdurera pas. Et donc on a essayé de plutôt s'inscrire en faux de ce qui était dit. Donc c'est persévérance, toujours avoir ce côté extrêmement innovant, parce que je pense qu'on vit une période exceptionnelle d'innovation, de digitalisation, et l'enjeu c'est d'être toujours alerte et toujours être dans la volonté de faire évoluer les choses. Voilà les quelques conseils que je pourrais donner. En 2025, juste un tout dernier mot, en 2025, comment vous voyez les usages? Ou 2030 puisque vous les voyez évoluer? Nous, on voit les usages de façon permanente. Si vous voulez, ça fait partie. La boîte aujourd'hui, c'est une centaine de personnes. C'est une boîte où majoritairement, on a des gens de la tech et dédiés aux produits. Maintenant, on a toujours, notre boîte se développe très très bien. On a pas mal d'enjeux commerciaux, on a pas mal de nouveaux partenariats et on a une roadmap produit super ambitieuse qui va vite, qui va jamais aussi vite que ce qu'on souhaite. Donc évidemment, nous, on est convaincus. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait au départ. On était une plateforme. On était un site web avec du PDF réplica. Maintenant, aujourd'hui, on a plusieurs types d'usages. À la fois, comme je disais, on a toujours l'usage de la consommation du contenu tel qu'il existe sur le papier, mais on peut aussi lire à l'article, on peut utiliser notre moteur de recherche. Et là, on est en train d'intégrer de plus en plus d'autres types de contenus autour de l'audio et de la vidéo qui permet de renforcer la proposition de valeur. Donc, c'est des types de formats sur lesquels tout le monde est en train de travailler. Tout le monde est en train de réfléchir et d'ailleurs, quand on parle de la presse, c'est pour ça aussi qu'on ne veut plus forcément parler de kiosque numérique. Quand vous parlez d'une marque de presse, c'est un média aujourd'hui. Je peux citer par exemple un groupe comme Prisma qui s'appelait Prisma Presse, maintenant c'est Prisma Média.
Donc c'est des groupes de médias avec des marques fortes, et ces marques fortes, elles ne sont pas uniquement présentes sur l'écrit, mais elles ont un panel de moyens d'animer la marque. En fait, c'est cet enjeu-là. Et donc nous, aujourd'hui, en tant que plateforme, il faut aussi qu'on réfléchisse à comment faire évoluer l'expérience des marques partenaires pour pouvoir optimiser l'expérience client et surtout attirer les nouvelles générations qui consomment de façon différente de la génération précédente. Ben, merci beaucoup, Harry Assuyet, d'avoir répondu à notre invitation dans des conditions parfois compliquées. C'est le Zoom, c'est le déconfinement, mais c'est pas encore le studio. On espère se voir en vrai prochainement. Avec grand plaisir. Merci. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Aparté. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Design graphique Benjamin Leble. Communication Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore Boris Leble.